Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Boxwell. Je suis super contente d'être de retour ici. C'est vrai que j'étais un peu dans une phase où j'avais envie de tester autre chose, mais qu'en même temps le rythme actuel ne m'allait plus. J'avais envie vraiment de faire les choses mieux et de pouvoir en fait caler YouTube aussi à mon agenda général. Et donc ça a été un peu en fait tout un micmac, et ce début d'année, ce mois de janvier est un peu brouillon entre les projets déjà mis en place, les projets qui vont voir le jour. Donc j'ai eu vraiment pas vraiment le temps en fait de pouvoir revenir doucement, etc. Et je voulais vraiment que ce soit quelque chose de bien, de tranquille, pour qu'on puisse papoter entre lecteurs. Il y a quelques jours sur YouTube, je vous ai demandé quel type de vidéo vous vouliez revoir pour ce petit comeback, et vous avez donc voté pour mon bilan de janvier comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc écoutez, je suis très contente de revenir et avec mon premier bilan littéraire de l'année. J'ai bien débuté l'année, je suis contente avec 7 romans à mon actif. Je tiens à rappeler que bien évidemment c'est pas une compétition, chacun lit à son rythme. On a tendance en ce moment sur les réseaux sociaux à beaucoup voir des gens qui ont beaucoup lu, des gens qui n'ont pas beaucoup lu, et je tenais vraiment à vous rappeler que la lecture est une passion avant tout et ce n'est pas une compétition. Donc vraiment lisez ce que vous voulez, lisez ce que vous aimez et surtout kiffez. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle année que par un petit challenge lecture. Et oui, avec ma soeur on adore s'en faire de temps en temps, et donc du coup on s'est dit pourquoi pas commencer l'année et se faire un 12h Readathon, et du coup c'est complètement ce qu'on a fait. Et j'ai pu du coup lire ma première lecture qui est donc Les Héritiers du Chaos, le tome 1 par Laura Esfand. C'est donc une romantasy, et je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'était vraiment une volonté de ma part de me remettre à ce genre parce que je l'apprécie beaucoup, mais jusqu'ici c'était assez compliqué en termes d'univers, en termes de en fait tout ce qui était un petit peu le repère dans l'histoire, sachant que ce sont vraiment des univers en général assez complets. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais finalement au fur et à mesure que j'en lis, c'est vraiment... je sais que ça prend son temps, je lis beaucoup plus doucement qu'une romance contemporaine de base, mais c'est vraiment hyper agréable et je me rends compte en fait que quoi qu'il en soit, j'en lis de plus en plus et ça me ravit énormément. Dans cette histoire, on fait la connaissance du coup de Neva, qui est une sorcière qui depuis sa naissance occupe une place importante dans son coven, puisque du coup elle est l'héritière de Hazel, qui est une sorcière qui a mis fin à la guerre en se sacrifiant entre les démons et les vampires. Et forcément tout le monde attend ses 22 ans avec impatience, jour où elle recevra du coup ses pouvoirs. Mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise. Mais quand le chaos va s'abattre sur les siens, elle ne va pas avoir le choix pour sauver ceux qu'elle aime de se tourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, endormi depuis plus de 200 ans, et de conclure un pacte de sang avec lui. Nous sommes donc dans une histoire découpée en plusieurs parties. J'ai adoré la première, puisque on est vraiment en fait dans le coven, dans l'histoire en fait de Neva, pour bien tout comprendre, etc. C'était hyper intéressant, j'ai adoré en fait, vraiment on sent que l'autrice maîtrise son univers. Et c'était vraiment hyper chouette, hyper détaillé, on comprend très bien les liens, les relations entre tout le monde. C'était vraiment chouette, et j'ai beaucoup aimé la protagoniste féminine parce que elle a vraiment ses idées, elle a vraiment en fait finalement quelque part une ouverture d'esprit en fait qui est hyper intéressante. Et c'est vraiment ce type d'héroïne qu'on aime, qui en même temps est un peu badass, mais qui en même temps elle a aussi cette sensibilité et cette... elle est maladroite, mais c'est ce qui fait aussi son charme et qui montre en fait qu'elle est profondément humaine. Et franchement je sais que je l'ai beaucoup appréciée parce que vraiment elle se laisse pas faire, et en même temps il y a ce côté qui doute et qui rend le personnage humain. La partie 2 arrive, donc cette fois-ci à plus de la moitié du livre on rencontre le protagoniste masculin. C'est peut-être ça qui m'a un petit peu aussi gênée dans un sens, parce que on le rencontre tard et je trouve que la romance se développe un peu trop vite et qu'on a un côté un peu trop obsessionnel au niveau du coup du protagoniste masculin, donc Nox. On sent que c'est voulu parce que plein de choses nous sont expliquées dans le roman, etc. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu du mal à sentir l'alchimie, je trouvais que c'était trop rapide, trop poussé. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément ressenti ce que j'aurais apprécié ressentir. Mais ceci dit, l'histoire des vampires sont hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé encore une fois tout ce qui est lien, etc. On comprend pas mal de choses et ça promet une suite qui va être... vachement agréable, donc ça fait vraiment plaisir, surtout que vraiment l'écriture est vraiment chouette et que pour une première romantasy, elle a frappé fort. Ce premier mois de l'année a également marqué la fin d'une ère pour moi, une fin de saga qui m'a accompagnée pendant plusieurs années maintenant, et c'est la saga Play Hard de Kay Bromberg avec le tome 5 Hard to Love. L'enfer.
Si vous n'êtes pas familier avec la saga Play Hard, j'ai tous les tomes dans ma bibliothèque mais je vous les ai pas sortis. Mais en gros on est autour d'une agence sportive, les Kincaid, qui est du coup une entreprise familiale où nous avons du coup 4 sœurs qui sont agentes en fait tout simplement sportives. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on est dans un univers du coup de femmes dans un milieu d'hommes entre guillemets et on est vraiment avec des femmes qui sont fortes etc. On est du coup sur des sports romance à chaque fois puisqu'on du coup on est sur un sport différent. Le premier c'était du hockey, le deuxième, enfin on a eu du coup là on a tennis, on a eu aussi baseball, on a eu aussi voilà, il y a plein de sports du coup qui sont abordés et des histoires avec aussi des second chance, des ennemis to lovers etc. Enfin voilà, vraiment vous avez du choix. La seule chose que je reproche peut-être un peu à cette saga c'est le niveau de spicy, mais encore une fois c'est une affaire totalement personnelle. Si vous aimez, foncez. Après avoir lu les 4 sœurs, évidemment j'avais envie de découvrir le tome de Finn. Alors Finn du coup c'est l'ex d'une des sœurs et il se trouve que c'est aussi un petit peu leur plus grand rival, mais c'est un personnage qui paraissait un petit peu imbu de lui-même etc. et que j'avais vraiment envie de découvrir finalement autrement. Et il se trouve en fait qu'ici c'était vraiment un pur plaisir finalement de le redécouvrir parce que on remarque en fait finalement une toute autre facette de lui. Ça n'excuse pas bien évidemment ce qu'il a fait avant, mais je trouve ça intéressant en fait de un petit peu revenir aussi sur ses pas et puis voir que finalement aussi toutes les filles ont avancé et que lui aussi finalement il a continué sa vie etc. Cette histoire vous l'avez compris est donc sur Finn mais pas que, cette fois-ci du coup c'est lui qui est agent sportif et qui va devoir aider une jeune sportive qui depuis la mort de son père n'arrive plus à faire du tennis. Elle est vraiment dans une colère, dans une injustice et du coup il se trouve que Stevie, elle, disons qu'elle comble en fait tout ce deuil etc. en faisant un petit peu n'importe quoi, en faisant la une des journaux mais pas dans le bon sens du terme. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et il va devoir un petit peu l'aider et s'ensuit du coup ici aussi une petite romance etc. qui sonne goût de l'interdit parce qu'il est censé du coup l'aider dans son deuil et pas forcément sortir avec elle. C'était frais, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, j'ai beaucoup aimé comment ça a été abordé, voilà c'est vraiment chouette. Et franchement je vous dirais, si vous voulez vraiment commencer cette saga qui est un petit peu trop méconnue à mon goût en vrai, je vous dirais de pas vous arrêter au premier parce que c'est pas le meilleur. Moi je sais que mon préféré c'est le 3e et celui-ci je pense arrive en 2e position parce que la relation entre les personnages est vraiment mignonne. On a vraiment les choses qui vont en douceur, il n'y a pas trop de spicy comparé aux autres donc c'est pour ça aussi je pense que ça m'a plu. Mais voilà, il y a vraiment plein de belles qualités dans cette saga. J'ai commencé à la lire en 2021 et je l'ai terminée du coup en 2026 donc ça me fait un petit pincement au cœur d'avoir terminé, mais franchement si vous ne la connaissez pas je vous envie de pouvoir la lire pour la première fois. Janvier a également marqué la fin d'une trilogie que j'ai adorée, Paradis Secret par Tamar Saborido. On est vraiment dans une histoire où on suit des personnages de adolescents à jeunes adultes avec chacun en fait leurs blessures, avec chacun finalement aussi leur évolution, mais en même temps c'est vraiment une histoire qui ne glamourise pas non plus tout le côté des gangs, de la violence, etc. C'est pas cliché, c'est vraiment, enfin, on ressent vraiment la douleur des personnages. C'est un vrai page turner en fait. À chaque page, on sait pas comment ça va se terminer, comment cette histoire peut bien se terminer, et elle nous serre le cœur. Enfin, il y a tellement d'émotions qui se bousculent. Même si on est avec des adolescents, je tiens à rappeler que ce n'est absolument pas un young adulte. Les trigger warnings sont nombreux, donc renseignez bien si vous voulez le lire. Pour vous raconter un petit peu sans vous spoiler, dans le premier tome du coup on a une jeune femme, Elena, qui arrive dans cette nouvelle ville avec son frère, sa soeur, ses parents. Elle a vécu un drame et c'est assez compliqué pour elle en fait de se reconstruire. Elle a du mal à avancer, à se faire des amis, elle est un peu invisible et de l'autre côté du coup on a Tyler qui est un peu bad boy, j'ai envie de vous dire, dans cette histoire, mais un petit peu le mouton noir avec ses mauvaises fréquentations etc, mais aussi une envie d'évoluer et ce côté de jamais perdre son intégrité malgré en fait toute la colère qu'il peut ressentir etc. On est sur deux personnages en fait finalement très en colère contre la vie, contre les injustices, mais qui mine de rien en fait canalisent différemment leurs émotions et donc forcément ils vont se rencontrer puisqu'elle va devoir lui donner des cours pour qu'il s'améliore etc. Donc voilà, donc on a mine de rien en fait cette relation qui naît un peu un petit peu au milieu du chaos, un petit peu au milieu des flammes et en fait c'est autant mignon que déchirant et c'est, enfin vraiment c'est une saga qui
qui m'a vraiment retourné le cœur, qui m'a vraiment fait ressentir plein d'émotions. Et j'ai apprécié en fait la qualité du récit, la complexité de l'histoire et des personnages, mais aussi en fait de la construction de tout cet homme, parce que chaque tome est quand même un sacré pavé, et je me dis que, enfin, pour quand même que ça captive le lecteur autant, qu'il y ait autant de rebondissements, etc., c'est vraiment un texte qui a été énormément travaillé, et ça se sent qu'il y a vraiment aussi tout ce côté très addictif, etc. Donc voilà, franchement je ne peux que saluer le travail du coup de Tamar Saborido, et bien évidemment de tous les éditeurs de chez Nisha, etc., tous les gens qui sont repassés sur ce texte, mais cette trilogie est juste magnifique et j'adore. Les sujets abordés sont magnifiquement abordés, rien en fait, tout est, je trouve que tout est bien fait, donc voilà, franchement j'ai adoré, et on voit en fait l'évolution des personnages malgré tout ce qui peut se passer, etc. C'est vraiment fou, donc si elle vous tente, bah encore une fois, je ne peux que vous la recommander. Donc elle est encore un peu trop méconnue aussi pour moi pour le coup. J'ai continué le mois de janvier avec Stargazing, qui était du coup la lecture commune de mon book club de Morgane Ruckraft aux éditions Nox. Dans cette histoire, on rencontre deux âmes brisées, deux personnes qui n'étaient pas censées se croiser à nouveau. D'un côté, Fleurine, qui depuis un accident lui a coûté sa carrière de ballerine, et de l'autre, Bjorn, qui essaie de se battre contre les services sociaux pour récupérer sa fille. Il se trouve vraiment qu'on est sur deux personnages en fait finalement qui essaient de vaincre leurs démons et qui essaient d'avancer si rien ne les rapproche, si ce n'est seulement en fait ce côté d'avoir besoin de croire en quelque chose de nouveau et de finalement voir en l'un et l'autre cette solitude en fait qui les plombe tout simplement. L'atmosphère de ce roman elle est très lourde, avec de nombreux sujets qui sont sensibles. On ressent vraiment en fait il y a cette violence en fait qui est omniprésente dans la vie de ces deux âmes brisées. On a une plume qui est vraiment hyper agréable. Morgane Ruckraft a vraiment une plume en fait avec des phrases très poétiques. Après c'est vrai qu'il y a quelquefois des phrases un peu plus crues qui ont peut-être un petit peu cassé cette dynamique, mais malgré tout en fait ça reste quand même une plume qui était très agréable à suivre. C'est vrai que du coup les deux protagonistes n'ont pas une vie facile, ils portent chacun en fait le poids de leur propre douleur, et donc c'est vrai que on ressent leur douleur, on ressent leur envie de comprendre l'un et l'autre, et en même temps en fait la difficulté à se sortir de ses propres schémas. Donc en fait j'ai trouvé qu'aussi c'était quand même un récit qui donnait de l'espoir. On a du coup d'un côté Rim qui est une héroïne qui est touchante, elle est imparfaite mais elle a une grande force. De l'autre on a Bjorn qui il est froid, il dissimule ses failles en fait dans finalement ce bouclier là, et en fait ce que j'ai aimé c'est que leur relation elle débute par une attirance même un peu physique, et elle évolue en fait vers quelque chose de peu à peu un peu plus vrai, et ce que j'ai particulièrement aimé en fait c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir dans leur relation. En fait il y a plein de nuances parce qu'ils portent en même temps leur passé, mais aussi en fait parfois c'est trop en fait. On ressent en fait que c'est trop et que du coup chacun fait preuve de patience envers l'un et l'autre, mais que forcément au bout d'un moment leurs blessures font écho à l'un et l'autre et que en fait tout explose. Et en fait pour moi on peut pas en fait comprendre et aimer les blessures de l'un sans en fait finalement ne pas comprendre et rejeter les blessures de l'autre. Parce que je dis ça parce que j'ai vu beaucoup d'avis en fait qui disaient que la protagoniste féminine en fait elle était parfois un peu trop bête entre guillemets de retourner vers d'anciens schémas, etc. Mais en fait pour le coup moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'était important, comme le protagoniste masculin l'a fait aussi, que chacun en fait finalement retourne dans leur passé parce que ils voyaient du coup en ce passé une chance justement d'être la personne qu'ils étaient avant, mais ils avaient besoin de comprendre chacun qu'il fallait qu'ils deviennent la personne qui a évolué, la personne qui est plus que ses propres blessures. Et en fait je trouve que le récit dans ce côté là a vraiment apporté une nuance hyper importante et vraiment bien faite pour le coup, et puis surtout cette dose de réalisme où la protagoniste peut pas se regarder dans le miroir et en fait on
comprend que malgré en fait le fait que tout le monde peut s'en ficher finalement de ce qu'elle renvoie, si elle en fait elle n'aime pas son reflet, bah en fait elle n'aimera pas son reflet peu importe ce qu'on lui dira. Et en fait je donne cet exemple là mais ça peut être vraiment tellement plus d'exemples, mais en fait c'est vraiment cette dose là de réalisme qui finalement a aussi porté le roman. Mais c'est vrai que malgré tout je reste quand même un peu mitigée parce que il y a quand même beaucoup de clichés qui sont présents et les idées sont là, mais en fait j'ai eu comme cette impression que l'ensemble manquait de profondeur et que certains choix en fait auraient gagné à être plus complexes et certaines questions elles sont restées trop en suspens et du coup ça fait vraiment que j'ai refermé le livre et je me suis dit il me manque des choses. Et c'est pas une mauvaise histoire, c'est juste qu'en fait je pense que l'exécution il m'a vraiment manqué quelque chose dans l'exécution pour vraiment être à l'intérieur, mais rien en fait que pour les protagonistes etc je n'en garde que des bons souvenirs. Il m'a fallu un petit temps avant de bien évidemment me remettre dans l'histoire puisque il y a eu 1 à 2 mois entre les 2 tomes il me semble, donc forcément j'ai lu d'autres romans entre temps, donc le temps vraiment de finalement me remettre un petit peu à l'intérieur. Ça a demandé quelques pages mais honnêtement une fois que j'étais à l'intérieur j'étais vraiment dans l'histoire. La romance et le fin de famille m'avaient un petit peu convaincue quand même dans le premier tome, donc c'est aussi ce qui je trouve a porté l'histoire parce qu'on ressent l'importance en fait d'avoir des gens autour et puis la protagoniste c'est vrai que voilà elle n'a pas une vie facile jusqu'ici, la seule personne sur laquelle elle pouvait vraiment compter c'était son frère. On a aussi donc c'est un récit qui a la 3e personne et honnêtement je trouve quand même que ça a été bien fait même si parfois c'est un récit en fait qui a la 3e personne mais je sais pas comment vous dire qu'il y a quand même un petit peu des points de vue. On comprend en fait de qui on parle à la 3e personne. Donc c'est vrai que parfois voilà pour le repère c'est un petit peu compliqué mais honnêtement je trouve que c'est aussi ce qui a quand même un petit peu poussé aussi le récit parce que ça veut dire qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois et c'était assez intéressant notamment pour ce tome-ci qui avait quand même pas mal d'enjeux, pas mal d'actions à son actif. Concernant les personnages c'est vrai que la relation je l'avais trouvée mimi même si je trouvais que c'était allé un petit peu vite mais c'est vrai que elle est quand même très adorable, les 2 protagonistes sont vraiment mignons et le lien en fait qu'ils ont est vraiment assez surprenant. Et concernant du coup le Found Family, même si c'est vrai que j'aurais aimé en savoir davantage quand même sur les membres de cette petite troupe, j'ai trouvé quand même aussi mimi, ça a apporté l'histoire et ça montre l'importance aussi d'avoir des gens autour quoi qu'il en soit. J'aime beaucoup en fait tous ces récits en fait finalement qui montrent l'importance d'avoir de vraies personnes autour de soi. Par contre c'est vrai que ce que je regrette un petit peu c'est le fait que l'histoire à un moment il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et en fait dans tout ce qui s'est passé j'avoue qu'il m'a manqué des informations concernant plusieurs personnages ou même parmi certaines choses qu'on a appris tout au long du récit et en fait j'ai eu l'impression qu'on n'a pas eu de réponse par rapport à tout ça et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage parce que du coup je m'attendais à avoir terminé à tourner la dernière page et à me dire ok pour moi tout est bien mis à plat etc et en fait quand j'ai fermé le roman j'avais encore des questions qui étaient sans réponse donc c'est vrai que ce côté là j'ai un peu plus été mitigée mais globalement ça reste quand même un récit qui est agréable à lire, qui est accessible et surtout qui est porté quand même par pas mal de choses vraiment intéressantes comme les sujets, comme les enjeux, etc. Très bien abordés. Donc voilà. Et puis la plume de l'autrice est aussi très agréable. Donc voilà. Et visuellement, les chapitres sont très très beaux, regardez. J'adore. Après avoir eu des histoires émotionnellement prenantes avec des univers créés ou des univers réels, c'est vrai que j'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa. Et donc le Saint Graal. La maison des pancakes aux fraises, vraiment je m'attendais pas à le recevoir si rapidement. Les partenaires EH qui l'ont demandé l'ont vraiment reçu en avance. On a pu le recevoir pratiquement un mois avant la sortie puisqu'il ne sortira que le 4 mars. Mais je peux vous dire qu'à l'instant même où je l'ai reçu, je suis partie le lire. Il est vraiment très très bien. Dans cette histoire on va faire la connaissance de Archer, chef mondialement connu et père solo qui ne pensait pas troquer ses cuisines étoilées contre un diner de pancakes dans une petite ville, mais il se trouve que Dream Harbor a besoin d'un chef et lui il a besoin de quelqu'un pour lui donner un coup de main pour élever sa petite fille Olive.
De son côté, Iris n'a jamais su garder un travail très longtemps, mais il se trouve que quand elle entend que Archer a besoin d'une nounou à domicile, son instinct lui dit de fuir très très loin car elle et les enfants, c'est pas trop ça. Cependant, pour vivre, elle a pas tellement le choix, donc la voilà débarquée dans une toute nouvelle routine avec une petite fille adorable, des montagnes de pancakes et un patron craquant qui adore cuisiner et une tension impossible à ignorer. On se retrouve cette fois-ci à Dream Harbor au printemps avec un Grumpy Sunshine vraiment hyper hilarant. On a vraiment deux personnages totalement opposés. On a Archer où finalement il y a un peu tout qui lui tombe dessus au même moment, il sait plus trop faire le tri dans sa vie et du coup il est un petit peu grognon, il est un petit peu perdu tout simplement. Et d'un autre côté on a Iris vraiment qui a toujours du peps en elle, même dans les pires situations elle a vraiment ce truc où c'est vraiment un soleil en fait tout simplement. Et du coup leur duo marche vraiment bien. Et puis on a cette petite fille au milieu et en fait on a complètement deux adultes un peu dépassés qui n'ont aucune idée de comment élever une enfant. On a vraiment plusieurs sujets qui sont abordés et c'est ce que j'apprécie vraiment aussi avec la plume de Laurie Gilmore. Et en fait ce que j'apprécie c'est qu'on sent au fur et à mesure en fait des tomes qu'il y a une vraie évolution dans la plume, dans les scénarios, dans les relations, en fait des choses qui étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides ou avec un peu plus de miscommunication trop par exemple. C'est des choses qui sont réglées dans les tomes prochains, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que on sent en fait une vraie évolution dans la plume, on sent une vraie évolution dans les personnages et c'est vraiment hyper agréable à lire. Cette saga, pour pas trop vous en dire, c'est vraiment pour moi une petite saga en fait qui me fait du bien. J'adore lire les romans, je me suis vraiment attachée au fur et à mesure à tous ces personnages, toute cette ville qui mine de rien est assez attachante mais qui en même temps laisse pas forcément respirer, mais voilà ils sont vraiment tous adorables et vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir revoir les anciens personnages, de voir ce qu'ils deviennent et en même temps d'en rencontrer d'autres, donc c'est vraiment cool et j'ai très hâte puisque le tome 5 est sur deux personnages dont j'attends leur histoire depuis tellement longtemps. Donc voilà, c'est un bonheur de pouvoir, d'avoir la chance surtout de lire ces tomes-ci et le 4 mars vous pouvez foncer en librairie parce que celui-ci, je pense que c'est peut-être, il fait peut-être partie de mes préférés de la saga. Changement d'ambiance puisque j'ai terminé janvier avec un thriller psychologique. Il s'agit de Love Mom de Iliana Xander aux éditions Fleuve Noir. Ma sœur a remporté cet exemplaire d'ailleurs à la masse critique de Babelio et du coup je l'avais dans ma liseuse au vu des nombreux avis positifs. Et du coup évidemment c'est naturellement qu'on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune ensemble. Dans cette histoire, on rencontre Mackenzie qui a 21 ans et qui a grandi dans l'ombre de sa mère, Evie Range, qui est une auteure à succès de thriller. Sauf que Mackenzie comprend que sa mère lui a donné bien plus qu'un deuil quand elle décède précipitamment d'un accident. Sauf que le jour des obsèques, Mackenzie reçoit une étrange lettre et elle se rend compte que dans cette enveloppe, il y a en fait des passages du journal intime de sa mère et elle comprend en fait qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas toujours bonnes à découvrir. Je vous ai fait le résumé grossièrement, mais en fait ça m'a fait penser un petit peu à la vibe Verity avec le manuscrit, mais cette fois-ci avec les lettres. Et la vibe la femme de ménage avec les twists, un petit peu la mécanique, etc. C'était une histoire qui était sympa, mais voilà, je pense qu'encore une fois je m'attendais peut-être un petit peu à autre chose. Et en même temps, j'ai trouvé certains dialogues qui auraient mérité un peu plus de profondeur, etc. Même dans les personnages, j'ai l'impression qu'en fait on savait pas grand chose d'eux, donc c'était un petit peu dommage et certaines choses qui étaient prévisibles. Mais après globalement j'ai passé quand même un bon moment, c'est pas mon genre de base, donc c'est vrai que j'ai pu me laisser embarquer un peu plus facilement, mais voilà, honnêtement ce sera pas la lecture de l'année pour moi. Voilà donc mon bilan de 7 livres de janvier. Je suis vraiment contente, je pensais pas forcément en lire autant, mais je suis quand même contente. J'aurais pu en lire plus, mais j'aurais pu en lire moins. Donc voilà, je me mets pas de pression et globalement j'ai eu quand même de belles découvertes. Et écoutez, je vous propose de vous montrer un petit peu les romans que j'aimerais lire aussi en février. Pas forcément comme une palle, mais plus un petit peu mes petites lectures quoi, que j'aimerais bien lire. Je vous ai donc pris 4 romans que j'aimerais bien lire au mois de février. Je vais vous les montrer assez rapidement. En tout premier, on a Mad Majesty de Delinda Dane. Faut savoir que c'est une autrice que j'ai essayé avec plusieurs romans
et je sais pas si c'est forcément la manière d'écrire, c'est les histoires qui sont pas forcément pour moi, mais à chaque fois ça n'a pas forcément matché. Mais j'ai entendu beaucoup d'avis sur celui-ci et l'histoire m'a tenté à sa sortie, mais j'attendais quand même la sortie en poche pour voir. Beaucoup ont dit que c'était vraiment le meilleur feuille dating qu'ils ont lu. Donc j'ai eu envie de les croire et je me suis dit écoutez, je vais quand même tester parce que peut-être que c'était juste une question, je sais pas, j'ai lu ses premiers romans etc. Donc je me suis dit je sais pas, c'est peut-être une question en fait juste de timing aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je verrai ce que j'en pense, mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc on verra, je vous tiendrai au courant. Un de mes derniers achats, parce que ça fait vraiment un petit moment que j'avais envie de le lire, c'est Campus Agency, le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et en fait du coup je m'étais dit que fallait absolument que je lise le 2 à sa sortie, mais no money time donc du coup bah j'avais pas pu le lire. En allant la dernière fois à mon espace culturel, je l'ai trouvé, donc j'étais vraiment très contente de l'avoir trouvé et j'ai hâte de le lire parce qu'en plus c'est un Friends to Lovers et on sait très bien que Lily Blabla HK, du coup Lily Bay, écrit très bien cette trope, on l'a su avec Le Soleil de Minuit et j'ai aimé absolument tous ses romans. Un service presse qu'il faut absolument que je lise, j'ai entendu beaucoup d'avis dessus et en plus ma communauté sur Instagram l'a choisi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Insta, je fais pas mal de sondages etc. et j'ai pas mal de posts qui sortent, j'en ai 2 par semaine, donc vraiment étant donné que je compte être un petit peu moins active ici, sortir une vidéo tous les 10, 12 à 15 jours en fonction un petit peu de, voilà, de mon emploi du temps, donc vraiment n'hésitez pas à venir sur Insta, je suis pratiquement active de toute façon tous les jours. Mais passons, le roman du coup c'est Les Yakuza de Aya Estrella, autrice du coup de The South Girl, mais on est du coup sur L'Impératrice, donc ça c'est un service presse du coup avec les éditions EH. J'ai très hâte de lire, j'ai des copines du coup qui sont également partenaires ou des copines tout simplement qui ne sont pas également partenaires mais qui l'ont déjà lu et qui m'ont dit qu'il était vraiment bien, et en plus il y a eu la cover reveal du tome 2 qui est sublime également, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'avais beaucoup aimé Aya Estrella avec The South Girl, donc j'ai hâte de la découvrir dans autre chose. Par contre attention, c'est une dark romance, donc pas avant 18 ans et public averti. On passe à une ambiance totalement différente, mais vous avez l'habitude. J'ai reçu il y a 2 jours de la part des éditions Hachette Roman par la masse critique privilégiée, Villa Camilla de Justine Bull, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, c'est un petit young adulte du coup, avec un petit peu dans le monde de la mode, Fashion Week, etc. Donc ça a l'air pas mal, petit young adulte. En plus, regardez, c'est trop beau, j'aime trop quand ils font ça dans les livres. Il a l'air vraiment bien, par contre il est gros, regardez par rapport à ma main, je pensais vraiment qu'il était tout petit, mais en fait il est vraiment gros quoi. Regardez par rapport à ma tête, je sais pas si on le voit bien mais... ah peut-être qu'il fait la taille de ma tête en fait. J'ai une grosse tête, bon je sais pas. Donc du coup voilà les romans que j'aimerais bien lire du coup en février. Écoutez, de toute façon je vous ferai une update, hein, vous aurez mon bilan littéraire de février plus tard du coup, le mois prochain. Mais en attendant, bah, j'espère que la vidéo vous a plu et puis écoutez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.